Alors, je disais donc que les dernières années m'ont amené à faire une grosse réflexion sur le plan syndical parce que j'ai été militant de la CSN pendant 15 ans, j'étais au Conseil central, j'étais militant actif dans le réseau de santé et services sociaux. Et le vote, il y a 2 ans, a fait en sorte que j'ai perdu mon affiliation à la CSN comme, je pense que c'est 22 000 personnes qui sont retrouvées dans cette situation-là. Donc, ça m'a amené à réfléchir beaucoup sur la raison pour laquelle il y a eu une défection aussi grande de la CSN. Et je pense justement que la question de la négociation du secteur public est un élément extrêmement important à l'affaire. Puis c'est rare qu'on fait ça dans le cadre des interventions avant une intervention de la salle. Mais je vais revenir sur les éléments qui ont été amenés tantôt parce que je ne suis pas sûr que je suis vraiment d'accord avec cette annoncée-là que le négo du secteur public, le premier front, je ne sais pas que c'est ce que vous avez dit, mais ça peut ressembler uniquement à une négociation salariale, puis le reste dépend des conditions de travail, de vie d'une manière générale. Je n'avais pas envie non plus d'être membre de la PTS parce que j'avais, comment je dirais, une analyse plutôt négative de la PTS dans la mesure que pour moi c'était une organisation néo-corporative. Je l'ai même écrit à un moment donné il y a quelques temps. Cependant, depuis quelques mois, je me rends compte que probablement que le dénominateur commun, l'orientation principale de cette organisation-là, c'est effectivement néo-corporatif, cette distinction professionnelle qui compte d'abord et avant tout. Mais il y a quand même des éléments intéressants au sein de cette organisation-là que je qualifie en fait tout simplement de gauche syndicale. C'est le terme que je vais utiliser pour mon intervention. Je pense qu'il y a une gauche syndicale, du monde qui ont fait la grève de 2005, du monde qui ont fait la grève de 2012, qu'on trouve à la PTS, qu'on trouve à la FIC, qu'on trouve dans les différentes organisations. Et selon moi, c'est, je dirais, la force importante sur laquelle on doit tabler pour changer, pour répondre à la question, sortir du cadre du renouvellement de la Convention. Parce que chez ces jeunes-là, c'est pas, il n'y a pas une culture syndicale qui est déterminée par ce qui s'est passé depuis à peu près 20 ans. Si je regarde justement depuis 20 ans, comment ça s'est passé, le mouvement syndical, comment les organisations syndicales se sont mesurées à l'État. Pour moi, c'est le vecteur le plus important, comment tu es capable de te mesurer à l'État. La meilleure façon, je pense, le meilleur critère d'évaluation de cette capacité-là de se mesurer à l'État, c'est la négociation dans le secteur public. Si on regarde depuis 1995, par exemple, le sommet socio-économique, perte, Justine a écrit un livre là-dessus, perte de quoi, 15 000? 50 000 emplois temps plein. 50 000 100 000 personnes. Emplois temps plein. La CSN dit à ce moment-là, faites-vous-en pas, on va ouvrir un chantier d'économie sociale, une nouvelle voie économique qui va se dessiner. Est-ce qu'il y a une réussite de ce projet d'économie sociale-là? Je peux vous le dire, absolument pas. Je pense que l'économie sociale au Québec a réussi davantage dans le milieu de la recherche que dans le milieu, je dirais, du terrain pratique de l'action communautaire. 2003, entente rapide pour faire place à l'équité salariale au niveau de la négociation de convention collective. 2005, il y a eu un décret qui a fait extrêmement mal au mouvement syndical, aux travailleurs et travailleuses du secteur public. Je pense qu'on ne s'en est jamais vraiment remis de ce décret-là. 2010, une entente à rabais. Parce que là, on a commencé à dire c'est important qu'on puisse négocier, qu'on puisse s'entendre sur quelque chose pour éviter le décret. Donc, on s'est retrouvé à partir de ce moment-là avec 2 possibilités. Le décret ou l'entente à rabais. Et inévitablement, on se retrouve dans une situation de faiblesse sur le plan syndical. Oh boy! Donc, c'est pas très reluisant, puis je ne peux pas blâmer les travailleurs et travailleuses de choisir une autre organisation syndicale pour les défendre. Donc, la posture présentement, c'est de prendre acte de ce choix et de travailler à renouveler le mouvement syndical avec une catégorie un peu différente des syndiqués, comme j'ai dit tantôt, catégorie de travailleurs et travailleuses plus jeunes. J'ai fait le tour des assemblées syndicales dernièrement dans mon syndicat. Je dirais, comme on dit en sociologie, l'idéal type de cette mouvance-là, de cette composition-là, femmes, beaucoup, je parle dans le réseau de la santé et des services sociaux, 35-40 ans, suréduqués. C'est pas rare de voir des femmes, des hommes qui ont 2 bacs, un bac, une maîtrise, sont en train de travailler à faire un ordre doctorat. Et pas uniquement chez les professionnels, également chez les employés de bureau.
l'employé de bureau dans mon équipe, je pense qu'elle est rendue à sa 2e maîtrise. Elle est restée employée de bureau. Donc, nouvelle classe, suréduquée, puis évidemment aussi surendetté. Et je parlais avec un couple dernièrement de travailleurs sociaux. Je pense qu'ils ont 35 ans, sont endettés d'à peu près 200 à 225 000 si je calcule le coût du condo, les dettes d'études, etc. C'est une pression sociale qui est exercée sur ces personnes-là, même s'ils ne veulent pas nécessairement se retrouver dans cette situation. Un élément que je constate aussi, en parlant, en faisant mon enquête avec ces personnes-là d'une manière régulière, c'est qu'il y a une conception différente du travail. On travaille avec les autres et on travaille pour les autres. Je pense aux professionnels du réseau de la santé et des services sociaux que je côtoie sur une base régulière. Il y a vraiment une importance accordée à l'intervention clinique et la difficulté aussi présentement avec l'augmentation de l'évaluation statistique. On va donner ici, on pourrait nous en parler avec les nouvelles, comment ils appellent ça? Les OCCI. On passe plus de temps encore à travailler sur l'évaluation sans trop comprendre le sens de ce qu'on s'en va là-dedans. Donc, il existe une souffrance au travail causée par l'incapacité de s'émanciper sur le plan professionnel. Et on se préoccupe aussi, je pense, des conditions de vie des personnes à qui on accorde un support social. Allez voir dans le centre-ville, allez passer un après-midi au CLC des Faubourgs, en face des Faubourgs de l'électrique où je travaille, et allez la voir cette misère sociale-là, ambiante, dans le couloir, des travailleurs qui courent pour aller rencontrer des personnes aînées. Donc, il y a aussi, je pense pas que ce soit la naïveté de penser, il y a une volonté de servir le bien commun d'une manière adéquate. Et à l'heure actuelle, dans le réseau de la santé, on n'est pas vraiment en mesure de le faire. Donc, on doit valoriser les dimensions morales et collectives du travail dans le secteur public. Quand on enseigne, quand on intervient auprès des personnes aînées, il va dans l'isolement, quand on cherche un logement pour une personne itinérante, quand on donne un répit à un proche aidant, quand on extirpe un jeune adolescent d'un milieu familial violent, quand on travaille sur des préventions, des programmes de prévention sur la prévention auprès des personnes aînées. Donc, c'est contraire. Je pense qu'il faut travailler là-dessus, sur la question de la représentation à l'heure actuelle des fonctionnaires du secteur public. C'est justement le contraire de l'image véhiculée du fonctionnaire parasitaire qui ne veut rien savoir de la population et qui compte les jours avant de prendre sa retraite. Donc, je pense que c'est le travail qu'il faut faire à l'heure actuelle. Je parlais tantôt de préparer les négociations du secteur public. Il faut le préparer d'une manière, je dirais, non seulement économique, mais en tenant compte aussi de réalité sur une base sociale et politique. Donc, dans ce sens-là, je pense que je touche directement la question des alliances entre les différents mouvements sociaux et syndicaux dans le cadre des négociations dans le secteur. Je pense que ça doit reposer sur une perception juste des différents acteurs. Donc, il faut le faire en tenant compte d'une analyse de classe sociale, je pense, plutôt que d'une analyse corporatiste d'organisation syndicale versus les autres types d'organisations. Donc, si on fait l'histoire de ces alliances, Véronique m'a parlé de manière assez étoffée tantôt, on peut remarquer une certaine distanciation qui s'est faite entre le mouvement syndical et le mouvement communautaire et populaire à partir, je dirais, à peu près des années 80. Donc, puis, je me souviens de plusieurs alliances qui ont été complètement ratées. Je pense en 2010, quand il y avait une possibilité que le mouvement syndical se joigne à la coalition des mains rouges, finalement, on a créé l'Alliance sociale. Et l'argument qui était sorti à ce moment-là, on l'entendait souvent, on ne veut pas que le mouvement populaire nous dise quoi faire. J'ai beaucoup de respect pour Véronique Laflamme, mais j'imagine mal Véronique Laflamme, la fille de Claudette Carbonneau, pour lui dire quoi faire au niveau des orientations préconisées. Ça, c'est un problème extrêmement... Ça, c'est un problème de vous être coupé par la manette. Oui, c'est ça. Ça, c'est un problème extrêmement important. Je n'ai vécu aussi une histoire d'alliance ratée complètement. En 2010, lorsque j'étais à l'exécutif de mon syndicat, c'est pour ça que on a toute une bataille, je pense, assez exemplaire contre les compressions budgétaires de 7,5 millions. Il y avait 1,5 million de coupeurs en soutien à domicile, 1,5 million qui s'en venait aussi au niveau des fonds jeunesse. Et on a développé cette alliance-là avec les groupes populaires, les groupes communautaires. Sébastien Bouvard était là pour faire l'animation des assemblées citoyennes. C'était fait en demeure par la FNJ aussi.
Oui. J'ai eu un avertissement disciplinaire aussi. J'ai même été suspendu par la suite. Mais on avait quand même fait une bataille importante pour le groupe communautaire, médecins québécois pour le régime public. On s'était rendu compte que Patrice Roy, l'animateur au téléjournal, son père était résident dans un CHSLD, donc il était préoccupé par ça. Donc, il y a un travail de mobilisation qui s'est fait de manière importante. Puis on pensait qu'on n'était pas réussir à gagner nos affaires jusqu'à temps qu'on ait une rencontre à un moment donné avec la Fédération de la santé et des services sociaux. Le président, en l'occurrence, qui nous avait dit, là, on arrête tout. On ne peut pas arrêter, là. On a dit non, on arrête tout. Et finalement, on s'est rendu compte par la suite qu'il y avait eu un deal qui avait été fait entre la Fédération de la santé et des services sociaux et le ministère de la Santé. On est au courant du type de deal qui a été fait, mais dans le deal, c'est-à-dire qu'il faut que la gang se produise jamais se tienne dans la game. Donc, la question des alliances, on peut la poser d'une manière importante, générale, sur la question du terrain privé, mais je pense que ça revient toujours, les interventions qui ont été faites tantôt, ça revient toujours à la même chose. Comment se situe la direction du mouvement syndical, les directions du mouvement syndical, et c'est quoi leur agenda comparativement aux nôtres? Effectivement, je pense que c'est l'occasion de faire autrement. Je suis d'accord avec Véronique là-dessus. C'est peut-être l'occasion de reconfigurer des alliances. Les acteurs ne sont peut-être pas tout à fait les mêmes non plus, les transformations qui se posent. Et je pense qu'il faudrait actuellement poser la question du pouvoir de la gauche syndicale. Je pense que c'est la première fois dans l'histoire, depuis peut-être les années 80, qu'il y a une possibilité que la gauche syndicale puisse s'affirmer, peut-être même changer un peu le cours des choses. La gauche syndicale, quand j'étais au Conseil central, c'était quelques éléments, quelques acteurs. Là, je pense qu'on peut l'avoir un peu partout. Elle n'est pas consciente qu'elle existe, mais je pense que c'est notre job, justement, de regarder, de nommer, d'identifier ses potentialités. Je reviens à ce que je disais tantôt, les jeunes qui ont fait la guerre de 2005, les jeunes de plus en plus qui ont fait la guerre de 2012, je pense que c'est notre travail du côté des exécutifs syndicaux, du côté des différentes instances syndicaux, de les identifier, de leur parler, de se préparer pour la prochaine négociation du secteur public, en l'occurrence. Ce que je voulais dire tantôt, quand je disais que j'étais plus ou moins d'accord avec certains énoncés qui avaient été amenés, je pense qu'on peut investir le champ du premier front, le champ traditionnel du premier front, pour amener cette question-là de souffrance au travail. Et ça, c'est pas uniquement la question salariale, ça peut être, je sais pas, mais la question des ratios, de la nécessité d'augmenter, on se posait tantôt à 95, la nécessité d'augmenter les effectifs. Et surtout, je pense, c'est vraiment une préoccupation personnelle, de faire en sorte que les travailleurs, les travailleuses, les professionnels, les employés de bureau, puissent vraiment s'approprier le projet du réseau de la santé et des services sociaux et de servir le bien commun d'une manière adéquate. Donc, dans ce sens-là, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je suis en train de conclure. La gauche syndicale a une tâche importante à jouer dans ce sens-là, selon moi. Premièrement, s'identifier comme tel, se reconnaître comme tel. Favoriser l'unité à la base. Je pense que s'il y a un travail qu'on a à faire, c'est de favoriser des alliances, mais vraiment à la base. Puis ça, il y a eu des projets, il y a eu des expériences de ce type-là, je pense. Aux camarades de la FNEC, lors du 1er mai, il y a quoi, 2 ans, quand il y a eu la grève sociale? 2015, il y a eu la grève sociale le 1er mai. Comment le travail s'est fait au niveau des alliances? C'est fait, je me souviens, à Sherbrooke, on travaille avec les groupes populaires, les groupes communautaires, les associations étudiantes. Donc, il y a une possibilité de faire. Je pense qu'il y a un échange qui peut se faire. Favoriser des alliances avec la population qui a besoin d'un réseau fort, ça, je pense que c'est fondamental. J'ai fait le travail, moi, en 2010 avec les comités d'usagers. On peut peut-être penser que les comités d'usagers sont vraiment subordonnés aux orientations du ministère, mais je pense pas. Je pense qu'il y a moyen de travailler cette question-là. Préconiser une gestion démocratique du secteur public, préconiser aussi une alliance avec l'action politique. On n'est pas juste deux acteurs, des groupes populaires, des groupes syndicaux qui s'échangent entre eux. Il y a une réalité politique aussi qui dépend de ça. Favoriser les revendications qui touchent la prestation de services. Je reviens à ce que je disais, la question des ratios, par exemple. Et dans ce sens-là, je pense que la gauche syndicale a un travail à faire, et non pas juste les directions qui, elles, ne changeront pas nécessairement.
Donc, c'est l'occasion de faire autrement, et je pense que c'est quelque chose de fondamental à l'heure actuelle. Plus que jamais, la question des alliances est devenue fondamentale pour la suite des choses. Merci.